Dans une salle de commissariat en 2017, Stephen Hoff subit un contre-interrogatoire à propos d'un crime commis 44 ans plus tôt. What can you tell me about your involvement in the murder of Janet Cummings in January 1976? No comment. Cet homme est brutal par nature. La violence fait partie de son ADN. Mais est-il pour autant un meurtrier? Quelques heures avant la découverte du corps de Janet Cummings, Stephen Hoff, alors adolescent, se cachait dans les sous-bois, tout près de là. Il avait un alibi pour le soir du meurtre. C'était une excuse bien particulière et plutôt irréfutable. Quand un autre homme est inculpé, Hoff est lavé de tout soupçon. On sait tous que les erreurs judiciaires existent. Stephen, are you responsible for those injuries? No comment. Pendant 44 ans, Stephen Hoff échappe à la justice, jusqu'à ce que quelqu'un frappe à la porte de la mère de Janet, marquant la réouverture de l'affaire. En mai 2016, on est allé chez Aileen Cummings à Flint. On l'a informé que la police du Pays de Galles du Nord reprenait l'enquête sur la mort de sa fille en 1976. L'affaire est assez singulière, et les enquêteurs veulent en avoir le cœur net. Stephen Hoff est-il responsable de la mort de Janet Cummings? Comment Stephen Hoff est-il devenu un meurtrier? Nous allons tenter d'appréhender le contexte du crime et les comportements suspects qui auraient pu alerter son entourage. Des spécialistes vont nous aider à retracer la chronologie des faits et à réaliser l'autopsie d'un meurtre. Cet homme est animé d'une violence extraordinaire. Ce n'est pas étonnant qu'il ait fini par tuer quelqu'un. Ça semblait même inévitable. À l'école déjà, mieux valait éviter Stephen Hoff. Stephen Hoff allait au lycée de Flint. De nombreux témoins le décrivent comme un jeune homme massif et costaud. C'était aussi une brute. Il tyrannisait ses camarades. L'intimidation faisait partie intégrante de son comportement. Il était grand pour son âge. Il jouait au rugby dans le club de Flint. Et même s'il n'avait que 16 ou 17 ans, il faisait déjà partie de l'équipe senior, parce qu'il était trapu et solidement charpenté. Donna Youngs est psychologue et experte judiciaire. Elle a été formée à repérer les signes avant-coureurs dans la vie d'un meurtrier. Elle a été frappée par l'agressivité de Hoff. Quand on sait reconnaître les signes, on se rend compte qu'il y avait comme de la bestialité dans sa façon de se déplacer et plus généralement de se comporter. En 1976, Flint, dans le Pays de Galles du Nord, compte environ 5000 habitants. C'est une petite ville calme et sans prétention au bord du fleuve Dee à une trentaine de kilomètres au sud de Liverpool. Ici, tout le monde se connaît. Flint était une ville assez sûre et plutôt agréable. Elle vivait principalement de l'industrie de l'acier. Et grâce à cette activité, il y avait très peu de chômage. De façon générale, ses habitants se sentaient en sécurité. C'était une petite ville où tout le monde se connaissait d'une façon ou d'une autre. Des habitants qui entretiennent des liens, un endroit sûr. Mais par un froid après-midi d'hiver, cette réalité est bousculée. La famille Cummings vit dans un pavillon sur King Edward's Drive, près du centre-ville. Aileen et Ted n'ont qu'un seul enfant, Janet. C'était une jeune fille assez réservée. Elle avait peu d'amis. Elle sortait dans son quartier. À la fin de l'année précédente, 1975, un nouveau centre de loisirs avait ouvert à Flint, pas très loin de là où vivait Janet. Avec ses camarades, elle adorait aller à la piscine là-bas. Ça faisait partie de ses activités habituelles. Le soir du 7 janvier 1976, Janet Cummings, 15 ans, s'est disputée avec sa mère. Elle voulait aller à la piscine, mais sa mère le lui a interdit. Elle trouvait qu'elle n'avait pas l'air en forme. Mais Janet ne s'est pas découragée. Quand sa mère est allée voir ce qu'elle faisait vers 19h30,
Elle s'est rendue compte que Janet était sortie. Elle avait laissé un mot. Elle était allée à la piscine, mais elle serait de retour à 20h30. Alors ses parents ne se sont pas trop inquiétés. Plusieurs amis de Janet l'ont croisée ce soir-là. Un premier l'a vue vers 19h35 à la piscine. Un autre l'a aperçue à 20h15 dans une rue près de chez elle. Et un peu plus tard, Janet est passée chez une copine pour lui demander si elle voulait sortir. Mais ses parents n'étaient pas d'accord. C'est la dernière fois que Janet a été vue vivante. À minuit, comme on peut l'imaginer, ses parents étaient fous d'inquiétude. Ils étaient complètement paniqués. Ils ont décidé de se rendre au commissariat de police de Flint pour déclarer la disparition de leur fille. Janet n'avait jamais fugué. Elle n'avait que 15 ans. Et c'était une nuit d'hiver. Il faisait froid et sombre. Alors sa disparition a immédiatement été considérée comme particulièrement inquiétante. Dans ces cas-là, la police met tout en œuvre pour retrouver la personne. Le corps de Janet est découvert sous une haie, aux abords de l'école primaire du quartier. Elle a été traînée par terre. Elle est toujours habillée, mais ses chaussures ont disparu. Elle a été retrouvée dans des buissons, allongée sur le dos, légèrement penchée d'un côté. Quelqu'un avait tenté de dissimuler son corps. Il ne faisait aucun doute qu'elle avait été assassinée. Une autopsie a été effectuée. Elle a révélé qu'elle avait subi de multiples et violentes agressions sexuelles. Elle a été brutalement violée. Des pénétrations vaginales et anales ont été mises en évidence. Elle est probablement morte pendant ce viol ou peu de temps avant. L'agression semble avoir été perpétrée au hasard, ce qui complique l'enquête, sans parler des moyens limités de l'époque. En 1976, il n'y avait pas de caméra de vidéosurveillance. Le téléphone portable n'avait pas encore été inventé. Et la police scientifique n'avait rien à voir avec ce qu'elle est devenue. Le jeune homme responsable de la mort de Janet est Stephen Hoff. Avant de la tuer, il lui a fait subir des violences sexuelles insoutenables. Ma théorie, c'est qu'elle est passée à pied à l'arrière de la maison de Stephen Hoff et qu'il l'attendait à la grille. Il l'a agressée à cet endroit même. Il l'a violée, puis il l'a étouffée jusqu'à ce qu'elle meure. Pour comprendre Stephen Hoff, il faut se pencher sur sa personnalité et ses motivations. C'est une personne extrêmement dangereuse. Le meurtre en lui-même n'est pas vraiment l'objectif. La véritable raison de l'agression, c'est le viol. Le meurtre n'est qu'un dommage collatéral. C'est une conséquence accidentelle de sa manière particulièrement brutale de commettre ces viols. Stephen Hoff est un violeur sadique. Il prend du plaisir à voir une femme totalement soumise, en détresse absolue et se tordant de douleur. Le sexe ne doit surtout pas la satisfaire, bien au contraire. Il cherche à lui faire du mal. Il obéit à des pulsions égoïstes. Cette agression était un énorme signal d'alarme. Cet homme était capable de tuer. Hoff était une classe au-dessus de Janet au lycée, mais il n'a jamais vraiment été considéré comme un suspect. Le jour de la disparition de Janet, Stephen Hoff avait 16 ans. 5 jours plus tard, il fêtait ses 17 ans. Il vivait avec ses parents tout près de l'endroit où le corps de la jeune fille a été découvert, et à moins de 400 mètres de la maison des Cummins. 120 policiers commencent à faire du porte-à-porte. Ils demandent à tous les hommes âgés de 17 à 22 ans ce qu'ils faisaient le soir du meurtre de Janet, y compris à Hoff. Il était particulièrement nerveux. Il ne répondait pas vraiment aux questions. Alors les policiers qui l'ont rencontré l'ont signalé aux inspecteurs en charge de l'enquête sur cet homicide. Pour eux, Stephen Hoff méritait d'être interrogé plus longuement. Suite à cet interrogatoire, il est écarté de la liste des suspects. Il avait un alibi pour le soir du meurtre. C'était une excuse bien particulière et plutôt irréfutable. Il a nié toute implication dans le meurtre de Janet.
Mais il a admis être sorti ce soir-là. Hoff raconte ouvertement aux enquêteurs qu'au moment du meurtre, il se masturbait dans une voiture et qu'après, il avait commis un autre délit. C'est pour cela qu'il était nerveux durant l'interrogatoire. C'était un alibi très commode. Non seulement je n'y suis pour rien, mais je faisais autre chose. Ce n'était pas le classique « je ne sais pas où j'étais ». Au contraire, il le savait parfaitement. Cet homme parlait sans gêne de masturbation devant la police. Il était prêt à se servir d'un vol comme alibi. Il a un caractère fondamentalement antisocial et le style cognitif d'un psychopathe. Il aura fallu attendre 40 ans pour qu'une enquête approfondie fondée sur des prélèvements scientifiques révèle la vérité. What can you tell me about your involvement in the murder of Janet Cummings in January 1976? No comment. Stephen Hoff avait trouvé un moyen d'éviter d'être accusé d'avoir violé et tué Janet Cummings. Il a raconté aux policiers qu'au moment du meurtre, il était en train de fracturer une voiture. Il avait réussi à détourner les soupçons des enquêteurs qui s'étaient satisfaits de ses explications. S'il était aussi nerveux, c'est parce qu'il avait commis un délit. Il a ensuite été inculpé pour cette infraction. Il est passé devant le tribunal et a dû payer une amende. Les détails de la mort de Janet ne sont pas immédiatement révélés au public. Le crime est violent et la police veut arrêter quelqu'un rapidement. Stephen Hoff est innocenté, mais un autre jeune homme, Noel Jones, va bientôt capter toute l'attention. Pour le jeune meurtrier, c'est l'issue parfaite. Cet homme est un psychopathe. La morale ou l'empathie n'ont aucune place dans sa façon de penser. Les méthodes d'investigation de la police dans les années 70 et son empressement à vouloir inculper quelqu'un rapidement contribuent à ce qu'il s'en tire impunément. En 1976, la technologie de l'ADN n'existait pas. Tout ce qu'on pouvait déterminer à partir de l'analyse des prélèvements effectués, c'était le groupe sanguin de l'agresseur. Dans ce cas précis, c'est le sperme qui l'a révélé. On a donc pu affirmer qu'il était de groupe O. Ne pouvant s'appuyer que sur peu de preuves scientifiques, les enquêteurs se demandent qui aurait pu avoir l'opportunité d'agresser Janet. La police s'est intéressée à certains membres de la communauté des gens du voyage. Ils s'étaient installés sur un campement illégal à environ 5 km de Flint, dans un petit village appelé Northup. Un jeune homme de 18 ans, Noel Jones, a été arrêté pour le meurtre de Janet. Il a été interrogé, mais il avait des connaissances intellectuelles très limitées. Son groupe sanguin est O, comme celui trouvé sur la scène de crime. Janet Cummings présentait des déchirures au niveau du sexe et de l'anus. Du sperme a été retrouvé dans son vagin. À l'époque, quand le prélèvement a été analysé, le groupe sanguin découvert était le même que celui de Noel Jones. Mais ça ne prouvait rien. Des milliers de personnes dans le pays ont le même groupe sanguin. La petite amie de Noel Jones confie à la police qu'il lui a avoué avoir tué Janet. Il l'a dit au cours d'une dispute et ce n'était pas vrai. Mais ça a contribué à renforcer la présomption d'innocence de Hoff. Noel Jones subit tout à coup une pression énorme. Au début de l'interrogatoire, il nie toute implication. Jones s'est retrouvé devant un tribunal à l'été 1976. Il a plaidé non coupable. Il a dit à son avocat qu'il était innocent. Il l'a aussi affirmé aux agents de surveillance. Il a également clamé son innocence devant sa famille. Il leur a dit « Ce n'est pas moi qui ai fait ça ». Pendant ce temps, Hoff reste au-dessus de tout soupçon. Les inspecteurs sont persuadés de tenir leur coupable. Ceux qui veulent à tout prix poursuivre Noel Jones en justice sont soutenus par l'horreur de ce que Janet a subi et par une bizarrerie de la loi. Le juge a pris connaissance des nouveaux éléments apportés par les anatomopathologistes, à savoir qu'elle n'avait pas vraiment été étranglée. En réalité, le corps de Janet ne présentait que très peu de blessures. D'après eux, son agresseur l'avait étouffée en même temps qu'il la violait. Et son cœur s'était arrêté à cause du choc de ce qu'elle était en train de subir. En entendant ce récit, le juge a douté de pouvoir poursuivre l'accusé pour homicide volontaire et a proposé une alternative, des poursuites pour homicide involontaire.
Si Noel Jones avait été accusé d'homicide volontaire, il prenait le risque de purger une peine de 20 à 25 ans de prison. Mais ses avocats lui ont expliqué qu'il valait mieux plaider l'homicide involontaire. Alors il n'écoperait que de 12 ans et sortirait sans doute au bout de 6. Noel Jones a souffert de la violence des autres détenus pendant sa détention provisoire. Il sait qu'il ne survivra pas à une peine à perpétuité, mais il peut supporter 6 ans de prison. Il a admis avoir involontairement tué Janet Cummins. Et en général, on part du principe que si une personne avoue être coupable, c'est qu'elle l'est réellement. Il a été reconnu coupable d'homicide involontaire, de viol et de violence sexuelle, et il a été condamné à 12 ans de prison. Quand on y pense, c'est incroyable que ses avocats lui aient conseillé cette stratégie. Mais en tout cas, en très peu de temps, il avait livré des aveux complets et détaillés. C'était un jeune homme très vulnérable. Il avait des difficultés cognitives. Dans une certaine mesure, il a été contraint d'admettre qu'il avait commis ce crime. Stephen Lloyd a très bien connu la famille Cummins. C'était l'agent de liaison entre la police et les victimes. À l'époque, le verdict n'a pas convaincu les proches de Janet. Lloyd en a discuté avec Derek, un oncle de la jeune fille. Quand Noel Jones a été emmené par la police le deuxième soir, ils ont roulé dans Flint pour qu'il retrace son parcours. Il devait leur montrer où il avait aperçu Janet, puis comment il l'avait suivie à travers le campus du lycée. Il était quasiment passé devant la maison de la jeune fille et avait poursuivi jusqu'au menhir où il s'était jeté sur elle. Mais Derek n'a pas cru un seul mot de son récit. Depuis 1976, il a toujours douté de ses conclusions. Malgré ces incertitudes, Hoff est désormais tiré d'affaire. Et l'atténuation de la gravité du chef d'accusation d'homicide volontaire à involontaire aura des conséquences 40 ans plus tard. Après ça, il sera bien plus compliqué d'inculper Stephen Hoff pour homicide volontaire. Tandis que Noel Jones commence à purger sa peine, le véritable assassin est libre de poursuivre sa vie. Cet homme est prêt à tout pour parvenir à ses fins. Sa présence d'esprit et son mode de pensée systématique et stratégique lui permettent de mener ce genre de projet à bien. Cet homme est un psychopathe. La morale ou l'empathie n'ont aucune place dans sa façon de penser. Pour lui, c'était bien pratique qu'un autre homme soit condamné pour son premier crime. Noel Jones avait été jugé publiquement. Il avait ouvertement plaidé coupable et il allait être condamné. Alors, assez logiquement, Stephen Hoff a pensé que ses ennuis étaient terminés. Jones n'est jamais revenu sur ses aveux. Il n'y a pas eu de procès en appel et ce n'est pas un jury qui l'avait déclaré coupable. Il l'avait reconnu lui-même. Si l'accusation n'était pas venue de lui, ça aurait été différent. Stephen Hoff retourne à son quotidien. Le meurtre de Janet Cummins n'a eu aucune conséquence sur sa vie. Quand un criminel aux tendances sadiques commet un meurtre sans être inquiété, ça renforce son estime de lui-même. Il se sent plus malin que la police, capable de la manipuler. Ses penchants, sa nature font désormais partie d'un tout nouveau système de croyances, complètement détaché de la réalité. Il est convaincu de ne plus avoir à suivre les règles. Se sentant au-dessus des lois, Stephen Hoff est un danger pour les femmes. L'agression commise par l'adolescent Stephen Hoff n'était pas un acte isolé, exceptionnel, perpétré sur un coup de tête. Il commettra inévitablement d'autres crimes. En 1980, Hoff décide de quitter Flint et part vivre à l'étranger. Il s'engage dans l'armée. L'avantage quand on entame une carrière militaire, c'est qu'on a l'occasion de voyager. Or, on sait que les hommes comme lui, qui rejoignent les rangs de l'armée, auront énormément d'opportunités de faire du mal à des personnes vulnérables. Et comme ils se déplacent en permanence, il est très difficile de les identifier. Ayant cyniquement évité une condamnation tout en étant témoin de celle d'un homme innocent, Hoff accomplit ensuite un acte déconcertant. À l'âge de 21 ans, alors qu'il était en poste en Allemagne, il s'est marié. Et il a avoué à sa femme qu'il avait tué quelqu'un au Pays de Galles. Elle lui a demandé si c'était Janet Cummins, mais il n'a rien répondu. On a du mal à comprendre pourquoi Hoff a décidé de se confier à sa femme. On peut imaginer qu'il ressentait une certaine forme de culpabilité. Mais il peut aussi s'agir d'un jeu de pouvoir. Un moyen de lui faire comprendre de quoi il était capable et de la mettre à l'épreuve. Son épouse le croit-elle ou est-elle trop effrayée pour le dénoncer? Quoi qu'il en soit, Hoff est toujours en mesure d'agresser des femmes en toute impunité.
En général, les militaires inspirent confiance. Et c'est très compliqué de penser qu'une personne en position de pouvoir, investie d'un rôle de protection, puisse en fait être mal intentionnée. Alors automatiquement, ça lui donne un avantage. Comme les gens se sentent en sécurité avec lui, il a d'autant plus de possibilités d'action. Puisque son uniforme lui permet de dissimuler ses intentions, il s'en sert. Pour moi, l'incident avec la réceptionniste en est l'exemple parfait. Stephen Hoff a agressé une femme dans un hôtel. Il avait passé le plus clair de sa journée à boire. Sa victime est entrée dans les toilettes et Stephen l'a suivie de près. Il s'est jeté sur elle et il l'a étranglée jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Mais il a été interrompu en pleine action et il s'est enfui. Des témoins ont pu affirmer qu'il était britannique parce qu'il portait son uniforme. Une enquête a conduit les autorités jusqu'à Stephen Hoff, qui a été inculpé pour blessure corporelle grave. Hoff est renvoyé de l'armée et en 98, il est condamné à 5 ans de détention dans une prison militaire. Sa violence gratuite envers une inconnue n'a pas été provoquée par un débordement d'émotions incontrôlées, comme on le voit souvent. C'est un acte d'une brutalité totalement disproportionnée, une fureur extrême qui peut se déclencher à n'importe quel moment. C'est également une violence qui préfère s'exercer cachée. Hoff cherche à emmener sa victime à l'écart, dans un endroit isolé. Ce qui l'attend, c'est avant tout que cette agression lui procure du plaisir. Et c'est un indicateur effrayant. On se trouve face à quelqu'un pour qui la violence est simplement une source d'épanouissement. Dans les années 90, Stephen Hoff retourne vivre à Flint, sa ville natale. Il se remarie et a 2 enfants. Il était routier et voyageait beaucoup à l'étranger. Ça nous a tous sidérés. Il avait clairement eu l'opportunité de recommencer sa vie dans un autre pays. Rien ne l'en empêchait. Et pourtant, il a choisi de retourner vivre à Flint. Il habitait dans la rue même où il avait grandi, à la vue de tous. Stephen Hoff sera-t-il un jour rattrapé par la justice? On lui a révélé que son sperme avait été retrouvé sur le pantalon de Janet et que des échantillons prélevés dans ses parties intimes avaient permis de l'identifier. Il s'est contenté de croiser les bras et de répéter « pas de commentaire » à chaque question posée. C'était un peu étrange. What can you tell me about your involvement in the murder of Janet Cummings in January 1976? No comment. Stephen Hoff vit discrètement pendant les années 90 et début 2000. C'était un prédateur qui se promenait librement parmi nous. La justice commence de nouveau à s'intéresser à lui à cause d'éléments prélevés sur le corps de Janet 40 ans plus tôt, qui ont été conservés. La police a toujours su que les prélèvements effectués à l'époque indiquaient la présence potentielle d'un 2e agresseur. Grâce aux progrès réalisés dans le traçage ADN, la police du Pays de Galles du Nord a pu rouvrir l'affaire. En 2006, un inspecteur qui travaillait sur cette enquête a estimé qu'il pouvait être intéressant d'examiner sous un nouvel éclairage les preuves scientifiques de l'époque. Ça permettrait notamment de confirmer ou d'infirmer la présence d'une potentielle 2e personne dans ce meurtre. Une nouvelle empreinte génétique est découverte, mais elle ne correspond à aucune de celles répertoriées dans le fichier national de la police. Pas de quoi perturber Noel Jones, qui a maintenant refait sa vie. La base de données génétique nationale n'a pas permis d'identifier les échantillons prélevés sur le corps de Janet. La déception des enquêteurs a dû être immense. Mais l'absence de correspondance ne suffit pas à détourner l'attention de certains faits désormais limpides. Des éléments laissent penser que Janet a subi la violence d'un agresseur qui n'est pas Noel Jones. Noel Jones était peut-être innocent. Je me suis mis à douter de la première condamnation. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'il y avait de fortes chances pour que ce soit une erreur judiciaire. Sans autre piste, l'affaire est classée. Hoff est toujours en liberté. C'est maintenant une question de patience. La police possède l'ADN d'un homme inconnu retrouvé sur le corps de Janet à Flint en 1976, mais rien d'autre. On a décidé de l'inscrire dans le fichier national. Ensuite, il n'y avait plus qu'à attendre qu'une recherche future coïncide. Et alors, on retrouverait une personne déterminante pour l'enquête.
Pour éviter d'être repéré, Stephen Hoff n'a qu'une seule obligation, ne plus commettre aucun crime. Mais en 2016, sur sa propre pelouse, il est incapable de résister à la tentation. Stephen Hoff a été arrêté dans le cadre d'une autre enquête. Il était soupçonné d'être l'auteur de faits similaires à ceux entourant la disparition et la mort de Janet. Il a autorisé l'un de ses enfants à organiser une fête chez lui. Et pendant cette soirée, les invités ont bu plus que de raison. Stephen Hoff a agressé sexuellement l'une des adolescentes présentes ce soir-là. Son ADN a été retrouvé sur le corps de la jeune fille. Son ADN a été prélevé et intégré à la base de données. Et la recherche a immédiatement donné un résultat. L'échantillon qui venait d'être récupéré était le même que celui retrouvé sur le pantalon de Janet Cummins. C'était celui de Stephen Hoff. Mouth swab is taken from you. Okay? That swab is loaded onto the DNA database. Comme Stephen Hoff a continué à commettre des délits, il allait forcément finir par être arrêté. Mais il ne faut sous-estimer ni la violence de ses pulsions, ni son arrogance, qui l'a poussé à croire qu'il ne se ferait jamais prendre. Cette histoire prouve que même les tueurs qui pensent avoir échappé à la justice peuvent finir par être rattrapés par la police, un jour ou l'autre. Comme la famille de Janet vit aussi à Flint, la manœuvre est délicate. D'expérience, je peux vous affirmer que la famille Cummins est extraordinaire. Ce sont des gens qui travaillent dur. Elle a aidé la police du Pays de Galles du Nord pendant toute l'enquête en 2016. 40 ans plus tard, Flint se retrouve au centre de l'attention quand le meurtre atroce de Janet fait à nouveau la une des journaux. À Flint, les gens étaient incrédules. Comment un homme du coin avait-il pu commettre un acte aussi ignoble? Pendant très longtemps, ils avaient cru qu'un tzigane était coupable du crime. Et j'imagine que ça les arrangeait bien qu'un étranger soit condamné. 40 ans plus tard, la police met Stephen Hoff, 57 ans, en garde à vue. Un nouvel interrogatoire peut enfin commencer. Ils sont bien décidés à ne plus commettre d'erreurs. Dans toute enquête, le plus important est de préserver la cohérence et l'intégrité des éléments de preuve et des pièces à conviction saisies, que ce soit des vêtements ou des prélèvements scientifiques. Il faut s'assurer que la personne qui les manipule soit habilitée et sache assurer la continuité du travail et la qualité des conditions de stockage des pièces. On n'a pas droit à l'erreur. La police du Pays de Galles du Nord l'a emmené au commissariat où il a été interrogé pendant plusieurs jours. Au début, il répondait aux policiers. Il était assez confiant. On avait choisi de ne pas révéler d'emblée qu'on possédait des preuves quasiment incontestables de sa culpabilité. First of all, we'd like to talk to you about the murder of Janet Cummins in 1976. What can you tell me about your involvement in the murder of Janet Cummins in January 1976? No comment. Au premier abord, il donnait l'impression d'être très sûr de lui. Il parlait de tout et de rien. Il a nié toute implication dans le meurtre de Janet, même quand la police lui a fourni la preuve accablante de la présence de son ADN sur les lieux du crime. So she's been vaginally raped, anally raped, and during the course of that, she's also suffered suffocation around the face and neck. And certainly those injuries that I've specified to you indicate that. Okay? Now, taking into account all those injuries and the cause of death, Stephen, are you responsible for those injuries? No comment. On lui a révélé que son sperme avait été retrouvé sur le pantalon de Janet et que des échantillons prélevés dans ses parties intimes avaient permis de l'identifier. Il s'est contenté de croiser les bras et de répéter « pas de commentaires » à chaque question posée. Mouth swab is taken from you. Okay? That swab is loaded onto the DNA database. That swab is a full hit on the semen cell stain from Janet Cummins' trousers in 1976. Now, if you fully understand what I'm saying, if you want me to explain it, I'll explain it to you. Après l'identification de son ADN, Hoff est 1 milliard de fois plus susceptible d'être le meurtrier de Janet que n'importe qui d'autre. À partir de ce moment-là,
Le comportement de Stephen Hoff a changé. Il a probablement suivi les conseils de son avocat. En tout cas, il ne nous a plus répondu. Stephen, please explain how your semen is on Janet Cummings' child. No comment. Is there any explanation you can give me at this time? Are you willing to give an explanation? No comment. Hoff ne montre aucune émotion, aucun remords. Rien d'étonnant pour Donna Youngs. La victime a été traînée dans les buissons et agressée alors qu'elle était face contre terre. Ça ressemble beaucoup à une attaque de prédateurs dans la nature. L'assassin n'a aucune empathie, aucune humanité. Le plus gros problème pour la police et la justice, c'est que ce crime a déjà été officiellement jugé. L'avocat Patrick Harrington est chargé de défendre Hoff. Ce qui était étrange dans la préparation de ce dossier, c'est qu'à l'époque du meurtre, un suspect avait déjà été arrêté. Il avait même livré des aveux complets et détaillés. Et devant le tribunal, il a plaidé l'homicide involontaire pour le meurtre de Janet Cummings. 40 ans plus tard, on accusait un homme d'avoir commis un crime pour lequel un autre homme avait déjà été condamné. Si quelqu'un d'autre avait été jugé responsable de la mort de Janet Cummings, comment Hoff pouvait-il être coupable? Avait-il de bonnes chances d'éviter la prison? C'était une affaire totalement singulière. Noel Jones avait été reconnu coupable de ce meurtre. Alors, il fallait absolument le retrouver pour qu'il puisse témoigner au procès de Stephen Hoff. Il pourrait enfin nous expliquer ce qui s'était passé à l'époque, pourquoi il avait signé de faux aveux et pourquoi il revenait maintenant sur ses propos. What can you tell me about your involvement in the murder of Janet Cummings in January 1976? No comment. Interrogé par la police, Stephen Hoff ne montre aucune intention d'avouer. Stephen, are you responsible? No comment. Les inspecteurs constituent leur dossier contre Hoff. Ils s'appuient sur les progrès scientifiques effectués dans les enquêtes judiciaires depuis 40 ans. Ils font en sorte d'établir les faits la nuit du meurtre. L'anatomopathologiste Brian Rogers a été sollicité pour réévaluer le rapport de ses collègues de l'époque. J'ai travaillé pour la première fois sur cette affaire en 2016. L'enquête venait d'être rouverte. La police du Pays de Galles du Nord m'a contacté pour me demander de réexaminer les preuves scientifiques. La tâche s'annonce délicate. Le rapport d'autopsie était succinct et il y avait très peu de photographies exploitables. La qualité n'était pas très bonne. Elles étaient en noir et blanc et un peu floues. Étape par étape, le crime est réétudié. D'après la blessure à la tête de Janet, il semble évident que son agresseur était prêt à laisser éclater la plus grande violence. Elle avait l'air d'avoir reçu un coup très brutal. La contusion aurait pu être causée par un choc contre une pierre, par exemple si sa tête avait heurté le sol. Ou alors elle a été frappée avec un objet, une bouteille peut-être. Ça aurait provoqué ce genre de lacération. Hoff profitait de sa carrure imposante pour brutaliser les gens. Rogers confirme que Janet a été maintenue face contre terre, la nuque comprimée par une main puissante. L'autopsie semblait indiquer qu'elle avait succombé à une obstruction externe des voies respiratoires. En gros, quelqu'un l'avait empêchée de respirer, avec sa main ou en plaquant son visage au sol en appuyant sur sa nuque. Pour le dire autrement, elle a été étouffée pendant l'agression sexuelle. Puis, de nouvelles découvertes sont faites. Les prélèvements vaginaux et anaux figuraient toujours dans le dossier, et on a retrouvé la personne à qui appartenait l'ADN identifié. Des progrès extraordinaires ont été réalisés dans la recherche ADN depuis les années 70. À l'époque, on devait expliquer au jury comment on avait calculé la probabilité que l'accusé soit coupable. Aujourd'hui, tous les jurés ont déjà entendu parler de l'ADN et de ce qu'il implique. Quand on leur dit qu'on a retrouvé l'ADN d'une personne sur les lieux du crime, ils comprennent que c'est une preuve irréfutable. Petit à petit, l'accusation monte son dossier. Il faut aussi prendre en compte les autres délits du suspect. Pendant 40 ans, il avait continué à enfreindre la loi, toujours plus ou moins de la même manière. Et dans son parcours face à la justice, les agressions sexuelles étaient clairement les infractions
les plus nombreuses et les plus fréquentes. En 2016, Stephen Hoff doit enfin répondre devant la justice de son implication dans le viol et la mort de Janet Cummins. Malgré les nombreuses preuves qui l'accablent, il refuse de reconnaître sa culpabilité. Au procès, il a nié toutes les accusations en bloc. Il a répété qu'il n'était responsable de rien. Il était incroyablement détendu. Pas au point d'être serein, mais clairement pas stressé. L'accusation avance que des erreurs ont pu être commises pendant l'enquête à l'époque. On a appelé à la barre comme témoin de la défense l'un des avocats qui avait représenté Noel Jones lors de son procès en 1976. Et il n'a pas hésité à affirmer que les aveux de son ancien client au cours de l'interrogatoire de police n'avaient pas suscité le moindre soupçon chez lui. Il avait plaidé coupable et il n'y avait rien à redire à ça. Marié et père de famille, Noel Jones reste un personnage central de l'affaire. Il a purgé 6 ans de prison pour le meurtre de Janet. Si Harrington pouvait prouver qu'il était coupable, comment Hoff pourrait l'être? Il nous suffisait de semer un léger doute dans l'esprit des jurés. Comme Noel Jones avait plaidé coupable de meurtre, il n'était pas si difficile d'imaginer qu'il puisse être le meurtrier. Et s'il y avait une chance qu'il ait commis ce crime, alors par élimination, Hoff pouvait être innocent. Il fallait que Noel Jones vienne témoigner au procès de Stephen Hoff pour nous donner sa version des faits. On avait besoin de l'entendre dire « En fait, ce n'était pas moi ». À l'époque, la police m'a mis la pression et m'a fait affirmer des choses qui n'étaient pas vraies. Et il a donné des preuves vraiment convaincantes. En niant toute implication dans le crime, Hoff lui-même laisse planer le doute sur l'innocence de Noel Jones. 2 traits de caractère expliquent que Stephen Hoff ait pu regarder un innocent passer des années en prison à sa place sans ressentir la moindre culpabilité. C'est d'abord un psychopathe. Il n'a aucune empathie. Sa pensée et son raisonnement sont calculés et purement stratégiques. C'est également quelqu'un de profondément antisocial. Le jury doit maintenant rendre son verdict. Stephen Hoff est-il un meurtrier? Après avoir pris connaissance de tous les éléments, le jury s'est retiré pour délibérer. Mais pour la première fois de l'histoire de la justice britannique, le juge a donné 2 indications aux jurés. Avant de condamner Stephen Hoff, il devait d'abord être absolument certain que Noel Jones n'était en rien impliqué dans cette affaire. Ensuite seulement, il pourrait se pencher sur les éléments qui accablaient Stephen Hoff. Il devait à nouveau être absolument certain qu'il était bien l'auteur du meurtre. Il y avait donc 2 obstacles à surmonter pour nous avant la résolution de cette affaire. Mais on a réussi. On a gagné. Hoff a été reconnu coupable de 3 chefs d'accusation: homicide involontaire, viol et violence sexuelle. Pour l'homicide, il a écopé de 12 ans de détention, pour le viol de 8 ans et pour les violences sexuelles de 8 ans également. Mais toutes ces peines étaient cumulables, ce qui veut dire qu'au final, il n'a été condamné qu'à 12 ans de prison. Les habitants de Flint, qui étaient déjà là en 1976, et surtout la famille de Janet, obtiennent enfin justice. Mais pour certains, ce n'est pas suffisant. Ce qui est déchirant dans ce crime, c'est que la famille de Janet Cummins n'a jamais renoncé. Elle a toujours eu pour objectif de faire juger la personne qui avait tué cette adolescente, leur parente. Mais 12 ans de prison, ce n'est rien comparé à la valeur d'une vie, et c'est frustrant. Évidemment, la famille n'était plus du tout dans le même état d'esprit qu'en 2016, quand l'enquête avait été rouverte. Elle était plus apaisée. Ils étaient soulagés de savoir que le véritable coupable du meurtre de Janet avait été condamné et qu'un homme innocent avait été mis hors de cause. Hoff est jugé pour 3 chefs d'accusation après avoir agressé sexuellement une jeune fille de 15 ans en 2016. Mais en 1976, il était mineur. Et comme Noel Jones a été jugé pour homicide involontaire et non pour meurtre, il bénéficie d'une condamnation plus clémente. Il était bien sûr soulagé d'avoir été jugé pour homicide involontaire et non volontaire. Les conséquences auraient été très différentes. Il avait simplement hâte d'arriver au terme de sa peine. Il comptait les jours avant sa libération. Si la volonté de tuer avait pu être démontrée, il aurait probablement passé le reste de sa vie en prison. La peine aurait été beaucoup plus lourde, au minimum 15 ans, mais sans doute bien plus longtemps. Dans ses conclusions,
Le juge a rappelé que Hoff avait été renvoyé de l'armée après avoir été reconnu coupable d'agression sur une autre femme. Manifestement, cette agression n'aurait jamais eu lieu s'il avait été arrêté à l'époque, dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Janet. En 1976, confus et vulnérable, Noel Jones a avoué un crime qu'il n'avait pas commis. Ce n'est qu'en 1982, à sa libération, qu'il a pu refaire sa vie. Il a changé de nom pour ne plus être associé à l'affaire, puis il s'est marié et il a eu des enfants. Seule sa famille était au courant de son passé. Noel Jones n'a jamais contesté sa condamnation. Mais une fois Stephen Hoff derrière les barreaux, à l'âge de 61 ans, il décide de réhabiliter son nom. L'acquittement de Noel Jones en cour d'appel a été très peu médiatisé. Brian Leveson, le juge en charge de l'affaire, l'a apparemment traité avec une grande sensibilité. L'accusation ne s'est pas opposée à la révision de son jugement en appel, et sa condamnation a été annulée. Il est maintenant totalement blanchi du crime pour lequel il s'était injustement dénoncé il y a 40 ans. La police a enfin arrêté l'homme responsable de la mort de Janet Cummins. Stephen Hoff aura hélas perpétré ses crimes pendant 40 ans. J'ai défendu plus de 250 personnes accusées d'homicide. Mais il y a toujours des affaires dont on se souvient plus que d'autres. Celle-ci en fait partie. Je n'oublierai jamais Stephen Hoff. Le meurtrier n'a pas livré tous ses secrets. Il n'a jamais expliqué en détail ce qu'il s'était passé cette nuit-là. Certaines questions de la famille resteront à jamais sans réponse. Il mérite de savoir où Janet a été tuée et dans quelles circonstances elle a trouvé la mort. Il n'était pas là. Et la seule personne présente, la seule à savoir ce qui s'est réellement passé, c'est Stephen Anthony Hoff. Mais à ce jour, il préfère garder le silence.